Bonjour à toutes et à tous, il est l'heure de la revue de presse. Et ce mardi 7 juillet, un seul rendez-vous écrase tout le reste. Cet après-midi, la Cour d'appel de Paris dira si Marine Le Pen peut ou non se présenter à la présidentielle de 2027. 2027, le sort de Marine Le Pen entre les mains des juges, titre Le Figaro sur toute sa une. Justice, l'avenir de Marine Le Pen en suspens, répond Le Monde. L'heure du verdict, résume Le Parisien. Rappel des faits. Condamné en première instance, en mars 2025, à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, 100 000 euros d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. En appel, le parquet a de nouveau requis 5 ans d'inéligibilité. La défense, elle, a plaidé la relaxe ou à défaut une simple peine d'avertissement. Le Parisien parle d'un quitte ou double. Pour que la triple candidate puisse concourir, il faudrait une peine de prison entièrement assortie du sursis et une inéligibilité ramenée à 2 ans maximum. La voie est étroite. Chaque journal y va de son angle. Dans Le Figaro, l'éditorial d'Yves Tréhard s'intitule « Pouvoir des juges ». Après Fillon en 2017, Marine Le Pen en 2027, écrit-il, en soulignant que la décision des 3 magistrats aura l'effet d'une bombe. Les Échos, eux, regardent du côté des concurrents. Les candidats à l'Élysée impatients de connaître leur adversaire du RN. Car pour beaucoup, l'expérience de Marine Le Pen, 57 ans, serait plus redoutable que la jeunesse de Jordan Bardella, 30 ans. Chez les socialistes, résument les Échos, Le Pen ou Bardella, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Olivier Faure parle du même programme mijoté dans le même jus xénophobe. Et Le Parisien est allé prendre le pouls à la Flèche, dans la Sarthe, ville gagnée par le RN au municipal, où un sympathisant lâche cette formule. Au pire, elle sera à Matignon. Quoi qu'il arrive, en début d'après-midi, la campagne présidentielle, elle, démarre vraiment aujourd'hui. Deuxième onde de choc du jour, judiciaire elle aussi. Les aveux de Cédric Jubillard. C'est moi, affiche Le Parisien en une. Affaire Jubillard, la fin de 5 ans de mensonges, interroge Libération. 5 ans et demi après la disparition de Delphine, cette infirmière de 33 ans, mère de 2 enfants, et 2 mois avant son procès en appel à Toulouse, le mari, condamné à 30 ans de réclusion, a reconnu les faits dans une lettre à ses nouveaux avocats. Il se dit prêt à indiquer où repose le corps. Le Figaro s'interroge en une. Ces aveux tardifs vont-ils bouleverser le procès en appel ? Le Parisien, lui, doute de la sincérité du personnage. Dans son édito, Damien Delceni compare Jubillard à une ardoise magique qu'on secoue pour tout effacer et tout recommencer. Et Libération élargit la focale avec un éditorial intitulé « Plaie ». Derrière le coup de théâtre, écrit Sonia Delessal-Stolper, c'est pourtant l'ordinaire qui surgit, celui d'un féminicide, comme les 1283 femmes victimes de féminicide ou de tentatives recensées en 2024. Direction l'international maintenant, et là aussi les images sont fortes. À la une du Monde, Iran, funérailles et démonstrations pour le régime. Téhéran a enterré lundi le guide suprême Ali Khamenei, tué le 28 février, à 86 ans, sous les bombardements israélo-américains. Marée de drapeaux autour de la mosquée Imam Khomeini, hommage prévu ce mardi à Qom, mais un grand absent, note Le Monde, Mojtaba, le fils et successeur désigné, invisible, qui ne s'exprime plus que par communiqué. Toujours à l'étranger, tous les journaux ont les yeux tournés vers Ankara, où s'ouvre le sommet de l'OTAN. L'Europe face au désengagement américain, écrit Le Monde. Les Européens veulent conjurer le danger de l'abandon américain, renchérit Le Figaro. Un sommet pour faire reconverger l'Europe et l'Amérique de Trump, espèrent les Échos. Et sur la route d'Ankara, une étape historique. Emmanuel Macron était hier à Damas, premier chef d'État occidental à se rendre en Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad. Le Parisien raconte ce pari de la transition syrienne, poignée de main avec l'ancien djihadiste Ahmed al-Shara, patron de CMA-CGM et Total Energy dans les valises,
et 23 œuvres d'art restituées au musée syrien. Pas question d'envoyer un blanc-seing, jure l'Élysée. Le pari est risqué, mais assumé. Et puis il y a cette France qui suffoque. La photo de une du Figaro, c'est un Canadair au-dessus d'un rideau de flammes. Les foyers d'incendie se multiplient en ce début d'été. Plus de 11 000 hectares déjà partis en fumée dans le sud, au point que la caravane du Tour de France a dû prendre un itinéraire bis dans les Pyrénées-Orientales. Libération est justement sur place et son reportage tient en une phrase d'habitant. Ici, plus personne ne doute du réchauffement climatique. Le Monde, lui, prend de l'altitude et documente la fonte accélérée du glacier du Rhône dans les Alpes suisses, jusqu'aux Échos qui décrivent une conséquence à laquelle on ne pense jamais. Les ascenseurs en surchauffe tombent en panne les uns après les autres et bloquent chez elles les personnes à mobilité réduite. La canicule, ce n'est pas qu'une carte météo, c'est une question sociale. Un peu de sport ? Oh, pas vraiment pour parler football. Carton rouge annulé par Trump, la FIFA hors jeu, s'étrangle Libération. Le Parisien parle d'une polémique XXL. Le président américain a obtenu en 3 coups de fil à son ami Gianni Infantino l'annulation de la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun, exclu en 16e de finale du mondial. Du jamais vu. L'UEFA dénonce une décision inédite, incompréhensible et injustifiable. Michel Platini répond aux Parisiens d'un seul mot, honteux, et Sepp Blatter résume l'affaire d'une formule latine, Quo vadis FIFA ? Où vas-tu FIFA ? Le Figaro y consacre une pleine page en 5 questions sur le scandale qui ébranle le mondial. Pendant ce temps, les Bleus préparent leur quart de finale contre le Maroc avec un duel de Parisiens, Doué contre Barcola pour une place sur l'aile gauche. Côté économie, les Échos donnent le ton dès leur éditorial. Budget, un été pour engranger. Le comité d'alerte des finances publiques se réunit ce mardi à Bercy et le tableau sera sombre. Croissance révisée à la baisse, guerre en Iran et son cortège d'inflation, 1,4 milliard d'euros déjà dépensés en aide carburant. Comment faire passer un budget 2027 jugé invotable à moins d'1 an de la présidentielle ? Dans les affaires, un joli coup de théâtre industriel. Thales rafle la pépite Exile Technology, ses drones sous-marins chasseurs de mines, pour 3,9 milliards d'euros au nez et à la barbe de Safran. Et puis cette une technologique des Échos qui fera parler. IA, la déferlante chinoise. Airbnb, Uber Eats et en Europe Siemens, Renault ou Orange se tournent vers les modèles d'intelligence artificielle chinois. Open source, moins cher, modifiable à volonté. L'agent conversationnel de ByteDance revendique 345 millions d'utilisateurs. La bataille de l'IA est aussi une bataille de factures. Enfin, une info très concrète pour les ménages. Le Parisien publie la liste des 18 voitures électriques éligibles à la 3e saison du leasing social dévoilée ce matin. 50 000 ménages modestes pourront louer à moins de 200 € par mois, parfois moins de 140, dès le 16 juillet. Et le dispositif fait des petits, notent les Échos. L'État s'en inspire désormais pour les pompes à chaleur. Avant de refermer les journaux, je vous signale une enquête qui ne fait pas les gros titres, mais qui mérite qu'on s'y arrête. Dans Le Monde, 2 pages sur la pédocriminalité au sein des familles, la déflagration des violences sexuelles sur les enfants. 3 familles racontent, entre souffrance, doute et reconstruction, comment elles ont été percutées par des agressions commises sur leurs propres enfants. C'est difficile, c'est pudique et c'est essentiel. Et on termine, comme toujours, par la culture. Le phénomène de l'été s'appelle De Gaulle. La bataille gagnée du box-office, sourit le Parisien. Le diptyque d'Antonin Baudry, La bataille de Gaulle, parti pour être un accident industriel, vise désormais les 2 millions d'entrées, portées par le bouche à oreille, par la canicule qui remplit les salles climatisées
et par les profs d'histoire qui en font une béquille pédagogique. 56 ans après sa mort, le général mène toujours le combat. Dans le Figaro, 2 curiosités. La collection haute couture hypnotique de Jonathan Anderson pour Dior et cette surprise en librairie, la Bible, nouveau best-seller plébiscité par les Français. Et Le Monde consacre un hors-série au philosophe Edgar Morin, l'humaniste planétaire, avec un ultime grand entretien du penseur indiscipliné. Voilà pour ce 7 juillet, la justice qui tient la politique en haleine, un aveu qui referme 5 ans de mensonges, un monde qui se recompose et un général qui triomphe en salle. Excellente journée à toutes et à tous, restez au frais et à demain pour une nouvelle revue de presse.